Join the show, donc a priori. End podcast, alors normalement, je regarde magnifique. sur la partie YouTube. Normalement, hop là. Écoute, j'ai un décompte qui arrive avec marqué qu'on est live depuis 10 secondes. Donc bonjour à tout le monde depuis 10 secondes. Bonjour à tout le monde. Ça a l'air de marcher. N'hésitez pas, justement. Alors là, il n'y a pas forcément de nombre de vues, mais j'ai vu qu'il y avait des vues en fait, parce que je me suis connecté sur mon portable à YouTube. Alors il y a des gens qui sont déjà là. Donc, coucou à toutes les personnes qui sont déjà live sur YouTube ou sur Periscope. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, parce qu'on est capable directement de les lire et sinon, je les retransmets directement. Bonjour à toutes, bienvenue sur Block Interview. Aujourd'hui, pour ce premier live, je remercie Nicolas Baca d'être venu avec nous partager un petit moment. Tu es, pour présenter en 2 termes un peu simples, cofondateur de Ledger, donc on va parler de cette aventure-là. Tu es aujourd'hui son directeur innovation. C'est ça. Jusque-là, je suis au top. Tu es comme tout le monde. Tu es comme tout le monde en confinement. Alors, avant d'attaquer la blockchain et les cryptos, comment se passe déjà ton confinement? Tout le monde va bien? C'est important? Bah ouais, écoute, le confinement se passe super bien. Voilà, j'ai envie de dire que bon, ça va pas vraiment me changer de mes habitudes parce que je suis un petit peu en mode télétravail depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, de temps en temps, il se passe que je me matérialise dans des espaces un petit peu plus précis. Par exemple, quand on a créé Ledger, mais bon, sinon, avec mes équipes en général, on a très l'habitude de travailler à distance. Donc, ce que ça change principalement pour moi, c'est que bon, bah voilà, je sors avec beaucoup plus de parcimonie selon les termes consacrés. Mais sinon, ça va pas changer grand-chose au final. Donc ça se passe plutôt bien pour moi. Voilà. Et pour Ledger aussi, donc ce qui est aussi une très bonne nouvelle. Ah, voilà, on va trouver ça. Et là, y a on en a discuté un petit peu avant de passer en live. Mais il y a quand excuse-moi, parce que ça, c'est le plaisir du live. J'ai une livraison qui arrive, donc je coupe la vidéo pour la privacy de notre sympathique livreur. Hop, et je reviens. Alors, voilà. Tu es toujours là. Voilà. Alors, voilà, je suis toujours là. Je vais pas tarder à revenir. Voilà. J'ouvre ma porte. Hop. Alors, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que tout le monde nous entend bien? C'est un truc que je voulais savoir parce que c'est la première fois que j'utilise un nouvel outil pour faire du live. Est-ce que n'hésitez pas à commenter aussi pour vérifier si je peux bien lire les commentaires. Voilà, et je devrais revenir. Alors, hop, ce qui est bien, c'est que le live, ça nous permet de vivre la vie des gens. Voilà, et je devrais revenir dans approximativement 2-3 minutes. Désolé à tous, je reste là en audio. Ok, donc je vais quand même en profiter pour peut-être continuer notre échange. Hop, il a coupé son micro. Donc, il y avait une question que je pose souvent dans mes interviews sur Block Interview, c'est comment la première fois tu as rencontré l'univers de la blockchain et quel a été ton premier rapport avec justement soit les cryptos, soit même la technologie en elle-même? L'univers de la blockchain, alors pour raconter un petit peu ça, j'ai découvert ça en fait mi-2012. Donc moi-même, je viens du monde de la carte à puce dans lequel j'ai officié depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant. Et puis, je sortais d'un projet en fait où on était en train de travailler sur quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué que d'habitude, je dirais, en matière de carte à puce qui pouvait être utilisée par Tu es là? Attends, excuse-moi, là, il y a vraiment trop de trucs en même temps. Hop, ne bouge pas. Alors, 2 petites secondes. Désolé, je reviens dans à peu près 2 minutes. Je me pose ailleurs. Désolé. Ok, pendant ce temps-là, je vois, alors je ne sais pas combien on est exactement, parce qu'on n'a pas forcément le rendu directement moi, sur l'outil que j'utilise. Est-ce que des gens ont déjà des petites questions à poser à Nicolas, le temps que justement il gère un petit peu son côté avec son livreur? Mettez-les en commentaire. Bonjour à Quentin Herbert, Maxence, Frédéric. Qu'on puisse justement avoir quelques questions. Moi, j'ai pas mal de questions à lui poser autour justement de la naissance de Ledger, de comment Ledger arrive à vivre aujourd'hui, du parallèle qu'il y a entre peut-être les chutes qu'il y a eu sur les différentes crypto-monnaies et également son rapport justement à Ledger, parce que Ledger reste un wallet. Est-ce que vous avez d'autres questions en tête, les amis? N'hésitez pas à les poser. Est-ce que Nicolas, tu es toujours là? Ouais, je suis toujours là, je vais pas tarder à revenir. Parfait. C'est les alléluia du direct, comme on dit.
Salut Nicolas, salut Alexandre, salut Karima. Alors pour la petite histoire, justement avant qu'on relance le live, dès la semaine prochaine, on se retrouve également sur la chaîne ici pour une interview consacrée avec Karima à toutes les questions qui entourent le juridique et la blockchain, que ce soit au niveau des startups, grands groupes, et comment justement on peut accompagner et comment Karima accompagne justement les entreprises à se mettre un petit peu d'équerre ou compliant, comme on dit en anglais, pour permettre d'avancer. Hey, Voilà, je c'est le suis de retour retour, de Nicolas. désolé. Voilà. Donc, ce que tu étais en train de nous expliquer juste avant de couper. Voilà, c'était que voilà, donc j'étais rentré moi-même dans le milieu de la blockchain en mi-2012 en sortant d'un projet où on venait de faire quelque chose d'un peu plus innovant que d'habitude sur des cartes à puce. Donc ça m'est venu, du coup, ce projet-là ayant capoté là, je me suis dit, bon, jusqu'à présent, j'ai pas mal travaillé sur le monde de la carte à puce et une de mes choses en fait qui m'intéressait le plus dans ce domaine-là, c'était de se dire, on a un dispositif aujourd'hui qui permet de tenir des secrets. Tout le monde a une carte à puce dans sa poche au final, parce que tout le monde a une carte de crédit, tout le monde a une carte SIM. Le gros problème, c'est que ce ne sont pas les secrets de la personne. Donc, on a un dispositif physique aujourd'hui qui est bon en plus. Déjà, c'est un dispositif français, donc c'est cool, qui a des propriétés très intéressantes en matière de sécurité. Alors bon, moi, je suis un peu passionné par la sécurité depuis très longtemps, et la carte à puce, je trouve, a une propriété intéressante, c'est qu'elle répond à une question qui paraît être un paradoxe pour tout le monde, c'est-à-dire on dit toujours, quand on a un accès physique à un ordinateur, tout est mort, quoi. Bon, même certaines personnes diraient un ordinateur déconnecté d'Internet ou déconnecté tout court, c'est l'ordinateur le plus sécurisé de la Terre. Ouais. Mais en tout cas, quand on a un accès physique à un ordinateur, c'est complètement mort, on peut plus rien faire. Donc, la carte à puce répond à ce problème, ce qui est très intéressant, puisque aujourd'hui, quand on a une carte à puce, la désosser, la disséquer pour réussir à lui faire extraire ses secrets, ça demande des compétences qui sont en général supérieures aux compétences d'un État, en tout cas pour un intervalle de temps donné. Donc, quand on voit ça, on se dit, ça serait bien au final si on pouvait mettre les secrets des gens, si on pouvait mettre ses propres secrets dessus plutôt que les secrets de son opérateur ou de sa banque. Et donc, suite à ce petit échec, je dirais, qu'il y avait eu sur la société où j'étais consultant à l'époque, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant et qu'est-ce qui se prêterait bien, au final, à la conservation de secrets. Et donc là, je suis tombé sur Bitcoin et ça a fait tilt instantanément. Je me suis dit, Bitcoin, c'est quand même une super idée pour plein de raisons dont on pourra parler probablement un petit peu plus tard. Mais au final, si on veut faire quelque chose, si on veut que Bitcoin se développe, Bitcoin, c'est la première fois qu'on mettait de la cryptographie dans les mains des gens. Je me suis dit, il faut rendre ça simple. Il faut vraiment rendre la consommation des clés, l'utilisation des clés super simple pour qu'il n'y ait pas de problème à la fois de perte de clés, de vol et tout ce qui s'ensuit. Donc, partant de là, avec un esprit un petit peu entrepreneurial, je me suis dit, si on arrive à connecter ce qu'on fait dans les cartes à puce avec Bitcoin plus un petit peu de simplicité, ça peut être pas mal. Donc, c'est là où, moi, j'ai apporté... Ça, c'était mi-2012. J'étais dans une société que j'avais fondée. J'ai fondé ma première société un peu dans le domaine de la carte à puce en 2004. Bon, voilà, ça fait un bout de temps. On va dire que c'était pas tout à fait aussi successful que Ledger, quoi. Bon, voilà. Mais, en tout cas, je traînais pas mal, je faisais pas mal de consulting. Voilà, c'est un conseil, voilà, si vous vous ennuyez en carte à puce, faites du consulting, c'est bien. On a toujours besoin. Donc, Ledger, en fait, ça s'est fait, voilà, donc je suis arrivé là, j'ai apporté avec mon équipe, avec Olivier et Cédric à l'époque, on a bossé à peu près un an tout seul pour réussir à arriver à faire quelque chose techniquement, je dirais, qui ressemble à un premier hardware wallet. Alors, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, je dirais, pour ceux qui connaissent pas vraiment, voilà, Ledger, aujourd'hui, on fait des devices pour protéger ses cryptos, ça ressemblait un petit peu à ça. Donc, est-ce que je tourne dans le bon sens? Probablement. Donc, grosso modo, c'est une carte à puce avec un écran et des boutons. Donc là, les boutons sont à l'envers, bon, vous voyez l'idée. Et le but je dirais donc voilà, donc j'ai apporté la partie technique de ça avec mon équipe à l'époque. Et Ledger, en fait, c'est un rendez-vous de 3 entreprises qui se sont mis ensemble pour arriver à faire quelque chose. Donc d'un côté, tout ce que tu faisais sur les cartes. Ouais, voilà. D'un côté, tout ce que je faisais sur les cartes. Eric pour la partie entrepreneuriale plus la création de la maison du Bitcoin, qui était déjà un espace assez intéressant. Bon, on se demandait un petit peu ce qui allait se passer là-bas. On s'est tous rencontrés dans un hackathon à l'ouverture. Donc c'était assez, voilà, ça c'est tombé un petit peu comme ça. Et Joël, qui avait une société qui s'appelle Chronocoin, qui avait fait en fait les premières
premières livraisons de Bitcoin en mode physique, enfin réellement physique. Il a envoyé des clés USB avec des Bitcoins. Et Chronocoin a été une des premières sociétés en fait à réfléchir sur les notions de TVA, de rescrit et de dire bah on n'a pas de TVA quand on est sur des cryptos. Donc du coup, je dirais le hasard a fait qu'on s'est rencontrés suite à plusieurs raisons. Alors, après, bon, je pourrais en parler pendant quelques heures. Donc, je vais limiter ça en disant juste que c'est le hasard. Et puis, ça a bien collé. On s'est dit, on peut se mettre ensemble pour faire quelque chose qui tourne. Et puis, au départ, déjà, fusionner 3 boîtes pour créer une startup, c'est un petit peu bizarre, mais c'est ce qu'on a fait. Donc, au départ, on était une petite vingtaine. Et puis, progressivement, les cryptos ayant suivi le cours qu'elles ont suivi entre 2015 et 2017, on est arrivé à 200. Quoi. Voilà. Ok, donc ça. Du coup, j'ai un petit peu prolongé la réponse par rapport à ta question, mais il y avait une réponse à ta question dedans, et puis plus aussi, donc c'est cool. Mais c'est parfait. Et au final, tu as bien d'abord une question que je voulais poser, c'était un peu revenir sur l'aventure Ledger, du coup, sa construction. Donc là, on a bien compris qu'il y a 3 sociétés qui se sont mises ensemble. C'est ça. Et le premier objectif que vous êtes fixé, ça a été quoi? Ça a été de garantir la sécurité, parce que quand même, si on regarde 2017, ce qui s'est passé, il y a eu déjà beaucoup de gens qui ne connaissaient pas forcément les cryptos qui se sont mis à en acheter, à investir dedans. C'était un peu le grand moment de la maison du Bitcoin qui est aujourd'hui devenue CoinHouse. Ouais. Et du coup, ça a été quoi les premiers enjeux que vous avez on s'est vraiment lancé là-dedans pour en fait simplifier la vie des utilisateurs. Donc la sécurité c'est une partie du jeu, mais surtout on a eu besoin de grouper des compétences assez rapidement en interface utilisateur et puis en réflexion autour de ce que l'utilisateur peut attendre, si tu veux, pour avoir quelque chose qui soit utilisable. Parce que la première version de ce qu'on avait fait avec mes équipes, c'était sécurisé, mais c'était pas vraiment utilisable. Donc, on s'est dit, finalement, ce serait peut-être bien d'avoir l'un et l'autre. Donc, je dirais, ces challenges-là, ça a vraiment été les challenges de comment on peut faire pour avoir quelque chose qui soit simple à utiliser. C'est vraiment le gros challenge qu'on a eu, en plus, évidemment, de la croissance complètement folle de la société et ce qui s'est passé en 2017. Quoi. Ce qu'il faut voir par rapport à une startup, là, je parlais du confinement en disant ça se passe plutôt bien pour moi, mais on est une startup qui est quand même assez complexe, puisqu'on a des compétences très diverses, à la fois en hardware, en software. On a de la production, on a une usine à Vierzon, et tout de suite, tu vois, c'est pour l'usine de Vierzon, c'est moins sympa le confinement. Mais on a des équipes qui arrivent vraiment à assurer tout en matière de prod et de livraison. Et donc, aujourd'hui, pratiquement tout le monde est en télétravail, justement, sauf ceux qui doivent toujours faire tourner l'outil. Et ça a été un sacré challenge. Donc, j'ai envie de dire que arriver à faire monter comme ça une startup en puissance où on a du soft, du hardware et qui est international depuis le premier jour, puisqu'au final, on vend des solutions pour protéger les cryptos. Donc tout de suite, on a été, je pense que la première vente qu'on a fait quand on a commencé à lancer en 2015, on a dû vendre dans une quarantaine de pays sur les premiers jours de commande. Donc voilà. Après, tu déroules tous les problèmes qui viennent avec ça. Problème de comment tu fais pour shipper au meilleur prix. Tiens, ce serait bien de payer des taxes. Enfin, voilà, tous les problèmes classiques qui peuvent arriver quand tu es une société qui part de zéro, qui se retrouve à commercialiser dans 170 pays en assez peu de temps, quoi. Donc, mais c'est fun. Voilà. Ouais. Et du coup, alors moi, disons que j'avais entendu des trucs et que je voulais poser comme question, comme quoi, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont essayé de les hacker, ces clés. Ouais. Justement, c'est ça qui est vraiment passionnant, je trouve. C'est que, moi, je viens du monde de la sécurité classique, enfin, carte à puce, passeport, carte SIM, etc., et j'ai envie de dire que ça ronronne quand même vachement, parce qu'on n'a pas vraiment de gens qui essaient de casser des trucs, parce que tout le monde sait que quand tu casses une carte SIM ou quand tu casses une carte bancaire, au final, l'opérateur va arriver, va couper le sifflet, la banque va tout de suite couper le truc. Enfin, c'est pas super intéressant. Ce qui est bien avec les crypto-monnaies, là, tout de suite, je me place d'un point de vue de la sécurité, parce que d'un point de vue expérience utilisateur, des fois, ça rend les choses un petit peu plus complexes. C'est que c'est un bug bounty géant. Un bug bounty géant, c'est-à-dire qu'on peut trouver un bug et on gagne de l'argent. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on gagne l'argent instantanément, parce qu'en fait, l'argent qu'on gagne, c'est ce qu'on a réussi à casser. Du coup, je considère que les crypto-monnaies, même si, si demain les crypto-monnaies explosent, il reste plus rien, etc., je trouve que c'est un magnifique test par le feu d'un énorme nombre de techniques qui peuvent être à la fois techniques, économiques,
etc., etc. Et là, en l'occurrence de cryptographie, c'est que dès que tu travailles justement sur de la crypto-monnaie, tout le monde essaye de péter ce que tu fais. Donc c'est super intéressant parce que voilà, par rapport à des industries qui ronronnent, là au moins on est arrivé, nous, on a décidé que on a vu tout de suite qu'on allait être attaqué puisqu'on s'est dit c'est ce qui se passe. Donc au lieu d'aller à la guerre avec des pistolets à bouchon, comme c'est à la mode de dire qu'on est en guerre en ce moment, nous on est arrivé tranquillement avec un tank. Donc en l'occurrence la carte à puce, on s'est dit ouais, les gouvernements, les banques, les opérateurs utilisent ça. On a envie de mettre ces outils dans les mains des gens. Et on a envie de dire maintenant, vous pouvez avoir les outils que le gouvernement utilise. Et la différence, c'est que ça va être vos secrets, vos applications. Donc, tout de suite, ouais, on sait qu'il y a plein de gens qui essaient de les casser et on sait qu'on arrive avec les meilleurs outils pour, en tout cas, quand on se fait casser, parce que ça arrive, on limite, on voit qu'on arrive à limiter la casse. Et aujourd'hui, on n'a pas, je dirais, de hacks qui ont été faits, qui ont remis en cause vraiment toute la sécurité du système. Par toute la sécurité du système, je veux dire, ce qui est super important pour un système de sécurité, c'est à partir du moment où il est cassé, ou en tout cas une partie est cassée, c'est de limiter l'ampleur de ce qui va être cassé. Ouais, c'est les répercussions, quoi. Voilà. Le plus critique étant de dire aujourd'hui un système peut être dit comme étant complètement cassé si on peut reflasher en fait n'importe quel software dessus, si on peut faire en sorte qu'on ne puisse jamais se rendre compte de ce qui s'est passé au moment où il a été cassé, ou en tout cas qu'on ne puisse plus jamais revenir en arrière. Et ça, la carte à puce nous donne des outils pour résister à ça, parce que déjà la carte à puce permet, comme je disais, de stocker des secrets. Donc nous, quelque part, on a des secrets usines qui permettent de vérifier que le device est un device authentique, ce qui est super utile. Ces secrets usines, on peut les mettre dans des zones protégées, puisqu'on sait que la carte à puce, justement, nous permet aussi de faire ça. Du coup, on peut construire des tranches d'isolation autour de nos différentes applications. Donc si quelque chose aujourd'hui, on va dire, si quelqu'un arrive à casser une application, il va... Ensuite, on ajoute encore une couche d'isolation sur toutes les applications en elles-mêmes, puisqu'aujourd'hui, on a construit un OS multi-applicatif, donc tiré de ce qui se faisait sur la carte à puce, voilà, pareil, mais fait de façon un petit peu plus ouverte pour que les utilisateurs puissent charger leurs propres applis. Donc, imaginons, on casse une appli. Aujourd'hui, quand on casse une appli, déjà, casser les autres applis, c'est très, très compliqué. Donc, en général, j'ai envie de dire, si quelqu'un arrive à casser Banano, il va pouvoir voler des Bananos. Donc, c'est bien, mais c'est bon, voilà quoi. Donc, imaginons ça. Ensuite, si quelqu'un est vraiment encore plus fort et arrive à attaquer, je dirais, la couche noyau de la chose, il va pouvoir potentiellement récupérer une clé, mais il va pas pouvoir, en tout cas, transformer le device en quelque chose qui est complètement corrompu et en quelque chose qui pourra voler les données de l'utilisateur plus tard. C'est-à-dire que si on détecte un hack, on peut lancer une mise à jour du firmware et on apporte les garanties les plus fortes possibles, comme quoi cette mise à jour du firmware se débarrassera du hack et du coup restaurera on retrouvera l'intégrité du produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est possible. C'est possible de faire ça en fait uniquement si on a le hardware qui le permet, parce que ça en pure soft, c'est complètement impossible. Ouais. En fait, c'est on se retrouve avec un problème qui est assez complexe à résoudre, comme on peut le savoir sur un PC. C'est quand on a un PC qui est complètement vérolé, comment on le fait pour le remettre à l'état normal. Donc, la bonne réponse étant, on le prend, on le sort, on le brûle, on fait autre chose, mais c'est pas possible. Voilà. Donc sur une carte à puce, on a les outils pour nous permettre de répondre à cette question. Et du coup, c'est là-dessus qu'on se focalise. Donc en même temps que je dirais la façon dont on traite la sécurité aujourd'hui, ça aussi c'est un problème de la carte. C'est une industrie qui est quand même assez ancienne, donc la sécurité se fait un petit peu comme dans les années 80. C'est-à-dire on cache tout ce qu'on fait, on parle pas, on documente pas, on est obligé de signer 50 NDA pour pouvoir travailler. Nous on veut sortir de ça et on veut mettre la carte à puce et tous les outils du même type en fait dans le monde de la sécurité moderne. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, Charles a créé pour nous, notre CTO, une équipe de sécurité interne à la société qu'on appelle le donjon. Donc, ça c'est bien, le nom est assez exotique, où on mixe des compétences qui sont à la fois des compétences soft, hard, reverse engineering classique, attaque laser, tout ce qu'on peut imaginer. Donc aujourd'hui, on a des capacités d'attaque qui sont similaires à des labos qui font justement des évaluations de composants gouvernementaux, donc type carte à puce et passeport. Et on teste en permanence tout ce qu'on fait. Donc en fait, notre stratégie pour répondre aux différents hacks, c'est d'essayer de hacker plus fort avant. Et ensuite,
quand on loupe des trucs, hein, ça nous arrive, on a un process de bug bounty qui est aussi moderne, je dirais, qu'un bug bounty software, mais sur du hardware. Ça, c'est quelque chose qui est déjà rare pour du hardware et je dirais qui est juste inexistant pour des cartes à puce. Enfin, personne ne fait ça. En fait. Aujourd'hui, on a aucun fabricant de cartes à puce qui va faire un bug bounty sur ce qu'il fait. Déjà parce que c'est fermé, et ensuite parce qu'il y a très peu de produits grand public en fait qui contiennent une carte à puce et qui documentent le fait qu'ils contiennent une carte à puce. Je considère pas qu'une carte SIM, voilà, on va pas faire de bug bounty sur une carte SIM parce que c'est pas super intéressant et on peut pas de toute façon faire tourner ses applis dessus. Donc, voilà. Donc on essaye toujours désolé encore une fois la réponse était un peu longue, mais on essaye de mettre en œuvre des procédures modernes et de montrer en fait les avantages de l'ouverture dans la sécurité sur des process qui ont fait leurs preuves physiquement, mais sur lesquels voilà, cette vision de la sécurité laissait encore un petit peu à désirer avant qu'on s'y penche. Et il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, et de toute manière, c'est ce qu'apporte Ledger, et je pense que c'est ce qui a fait le succès, c'est le fait de dire qu'à partir de maintenant, au lieu de passer par un exchange à qui vous confiez les clés, etc., avec toutes les histoires qui sont passées, en fait, vous avez vos propres cryptos sur vous. La deuxième partie de notre échange, je voulais le consacrer un petit peu au présent. Alors, Ouais. que ce soit le présent de Ledger et également le présent un petit peu de l'univers des cryptos, puisque comme tu l'as dit, Ledger a eu un bump en avant à partir de 2017 quand tout le monde s'y est intéressé. Alors, Bitcoin FR, ne t'inquiète pas, je vois la question, il pose la question. Je pose la question maintenant et on continuera l'interview après. Il dit Ledger a rejoint récemment Liquid Network. Est-ce que Nicolas pourra revenir sur ce que ça implique pour Ledger? On en parle après, si ça te dit. Ouais, tout à fait. Mais avant ça, un petit peu, est-ce que tu peux nous dire les effets qu'a justement, grosso modo, tu m'as parlé en termes d'organisation, il y a du télétravail, à Vierzon, il y a quand même des gens qui continuent, du coup on les salue. C'est ça, complètement, parce qu'ils ils font vraiment un super boulot, et là, c'est ceux qui ont la partie la moins facile du travail chez nous aujourd'hui. C'est clair. Et en plus des RH qui, eux, doivent gérer tout le bordel. Donc, ouais. C'est clair. Et de l'autre côté, il y a toute une partie que je voulais aborder avec toi. C'est en 2017, le bump, du coup, grand profit, on vend beaucoup. Là, on a vu récemment qu'avec le coronavirus, on en parlait un petit peu en dehors du micro tout à l'heure, il y a eu une baisse quand même sur la plupart des crypto-monnaies en début, disons, de coronavirus, il y a de cela 2 semaines et demie. Et comment, alors, est-ce que ça affecte directement le travail de Ledger et comment Ledger arrive justement, où vous en êtes, quoi? Ouais, bah, nous, en fait, on en est plutôt bien donc, suite à ce qui s'est passé. Alors, pour dire, on a eu une baisse effectivement sur les cryptos. On a eu, je pense, des petites excitations des investisseurs au démarrage parce que face à une situation complètement incertaine, on ne sait pas exactement quoi faire. On se débarrasse en premier des actifs les plus risqués, donc ça paraît assez logique. Mais ce qu'on a pu voir sur les exchanges, c'est qu'on a eu une ruée en fait vers les exchanges plutôt pour récupérer ces cryptos, plutôt que d'aller trader sur des exchanges et de dire on vend tout. Le comportement, ça a plutôt été on met les cryptos en sécurité chez soi. Du coup, je pense que aussi sur la vente des hardware wallets, on a pu voir ça. Nous, on a eu des ventes qui ont été qui n'ont pas baissé en fait et qui ont même augmenté par rapport à la période équivalente sur l'année précédente. Donc ça peut être lié à plein de choses. Je pense que déjà, on peut considérer que les cryptos ne sont pas mortes. Alors, certains disent que le narratif de réserve de valeur de Bitcoin est mort. Je pense qu'on est vraiment très loin de ça. Enfin, aujourd'hui, on voit que Bitcoin résiste plutôt bien. Face à d'autres actifs, en tout cas, la confiance est toujours là. Donc là-dessus, je pars pas défaitiste. Et pour le reste, je pense que le fait d'être confiné aussi donne la possibilité à pas mal de personnes de réfléchir à des projets sur lesquels ils n'ont pas eu le temps de se pencher pendant pas mal de temps. Donc, les cryptos, ça va en faire partie. Hein, une fois qu'on a essayé tout ce qu'on avait à faire chez soi et qu'on a terminé ces examens de corde à sauter, on peut regarder ces cryptos. Donc ça, je pense que c'est cool. Et donc, dans cette période, on voit toujours qu'on a pas mal d'activités à la fois chez nous et sur les différents projets. Les choses se réorganisent. On avait beaucoup de conférences, justement, en crypto qui étaient organisées comme des grands messes où tout le monde se serrait la main, etc. Et tout le monde se réunissait à New York. Aujourd'hui, on commence à voir des grandes conférences virtuelles qui apparaissent, hein, notamment
dans le monde de la DeFi qui est aujourd'hui là-dessus où je dirais, on a énormément de développements aujourd'hui qui sont toujours en cours dans le monde de la DeFi, sans citer de chaîne particulière, parce que la DeFi, ça va concerner pas mal de monde. Ouais. Donc, tout le process de décentralisation. Donc, il y a des conférences qui se mettent en place, la vie continue. Enfin, bon, c'est vrai que les entreprises crypto, en général, ont déjà tendance à être très décentralisées au départ. Donc, ça pousse juste, ça stresse un petit peu plus la décentralisation. Mais il n'y a pas de, j'ai pas envie de dire c'est business as usual parce que là ça serait un petit peu, voilà, c'est clairement pas business as usual, mais en tout cas on voit pas de chute catastrophique comme on peut le voir dans d'autres industries. Et alors, je répondrai aux questions parce que là, je vois plein de questions de Frédéric Ossana et de Cryptost. On revient. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu vois les questions ou toi ou pas? Alors non, désolé. Je suis juste sur Android avec Chrome. Si je commence à ouvrir autre chose, je crois que ça va être sale. Je crois que ça... Du coup, je vais te laisser me citer les questions. Je te passerai les questions. On passera toutes les questions en fin d'échange. Comme ça, vous pourrez rebondir dessus au fur et à mesure. Il nous reste combien de temps juste pour savoir là, je pense qu'on je peux être très bavard ou pas très bavard. Ouais, d'accord, ok. Donc, dans les 5 prochaines minutes, je voulais juste échanger avec toi sur un événement qui m'a un peu marqué. C'est ce lien qui peut y avoir. Alors, tu as souligné justement le narratif de dire que justement le Bitcoin reste justement une valeur, enfin, à cette idée d'un asset de valeur de refuge. Mais j'ai vu beaucoup de gens, et je t'en ai parlé un petit peu avant, sur les réseaux et autres, qui présentaient des corrélations entre l'économie, la finance réelle, entre guillemets, le CAC 40 et grosso modo la finance, quoi, et la DeFi. Est-ce que cette crise, selon toi, elle montre quelque chose entre ces deux choses qui se sont au début un peu écroulées toutes les deux, ou baissées toutes les deux, du moins au même moment, pour des raisons différentes? Toi, tu dis que d'un côté, on a les cryptos, où on a vu plutôt des gens qui ont, au lieu de revendre comme sur une finance traditionnelle, vont plutôt mettre de côté leur crypto en attendant que ça se calme. Voilà, quel est un peu ton regard là-dessus? Ouais, je pense qu'on est dans une période où on est en train de redéfinir plein de choses. Donc, il faut faire super attention aux corrélations. Je pense surtout sur des périodes, sur des temps très courts. On va se poser probablement un petit peu et puis revoir pas mal de choses. L'exemple que je prends, c'est qu'avant ça, on avait vu que nos ventes étaient très très corrélées justement au Fear and Greed Index, enfin, ou plus exactement à l'appétit des gens pour les cryptos, avec plus les gens avaient de l'appétit pour les cryptos, donc plus les gens avaient envie d'acheter des hardware wallets. Là, aujourd'hui, on est dans une position du Fear and Greed Index complètement dégueulasse parce que forcément, tout le monde se dit « Ah, on veut plus de crypto, on veut plus de crypto ». Enfin, en tout cas, les indicateurs pointent sur des choses qui sont potentiellement fausses quand on constate aujourd'hui, notre corrélation, là, a disparu. Après, si on regarde les corrélations par rapport au marché financier, je pense que sur des périodes super courtes, en plus, aujourd'hui, on est encore en train de redéfinir plein de choses. On est en train de redéfinir nos mécanismes de fonctionnement. Enfin, là, je parle en tant que société. On est en train de, enfin, société, pas société Ledger, société en tant que planète. On est en train de, voilà, on est quand même en train de vivre quelque chose sur lequel que personne n'a vécu, en tout cas, de notre vivant et de l'époque où on pouvait avoir des communications globales. Je pense, voilà, on n'avait pas trop d'Internet à l'époque de la peste noire, c'était pas tout à fait ça. Et puis, à l'époque de la grippe, c'était pas ça non plus. Donc, je me garderais vraiment de donner des corrélations sur des grands événements de temps aujourd'hui. Après, au niveau de la DeFi, je pense à un point intéressant quand même, c'est qu'à partir du moment où ça devient beaucoup moins intéressant d'avoir des dollars en banque, parce qu'aujourd'hui, avec les politiques d'émission monétaire qu'on commence à avoir, on va probablement aller sur des taux d'intérêt qui sont bien inférieurs par rapport, sur le dollar. Ça va probablement remettre en cause ou en tout cas changer des comportements sur la DeFi et sur des protocoles. Par exemple, aujourd'hui, quand on faisait du 5%, 8% en USDT sur Compound, je pense que ça, c'est plus quelque chose qui va être au bout du jour, dans les jours, mois, années, forever à venir, quoi. Ça va probablement, étant donné que tous les projets crypto, un projet crypto, c'est un bon équilibre entre à la fois de la tech, de l'économie et puis un petit peu de social. Je pense que ça va remettre en cause, en tout cas, ces équilibres et on va voir ce qui va se passer. Donc, oui. Et tu peux pas, et par exemple, justement ce côté attractif, tu parles des compounds, ce côté attractif, tu penses pas que justement il peut avoir un effet déceptif et faire des gens qui vont partir justement en se disant ça, mais de manière, ils auront
Non, je pense qu'il va y avoir, non, je pense qu'il va y avoir des créations je pense qu'il va y avoir des créations de nouveaux modèles. Enfin, aujourd'hui, je pense que déjà quelqu'un qui a mis son argent là-dedans, quand même, bon, enfin, j'espère pour eux qu'ils ont bien compris que c'était pas un livret A, quoi. Enfin, que c'était quand même un protocole qui était un petit peu, voilà. Sous ça, c'est des protocoles qui sont en train d'être écrits, hein. On a pu voir ce qui s'est passé avec les flash loans, typiquement. Des fois, on a des effets de bord, on comprend pas exactement ce qui se passe, mais bon, on essaye et puis on regarde. Je pense qu'il va y avoir il va probablement y avoir des nouvelles choses qui vont arriver, ouais. De toute façon, en des temps, je dirais, assez troublés, aujourd'hui, c'est une partie de la finance qui peut innover le plus rapidement. Donc et s'adapter aussi. Et s'adapter, voilà. Du coup, personnellement, je suis optimiste. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. D'accord. Alors là, justement, on est à 30 minutes. Les 5 dernières sont consacrées justement aux différentes questions. Alors, je remonte. La première question, c'est Bitcoin France qui dit « Ledger a rejoint récemment Liquid Network. Est-ce que Nicolas pourrait revenir sur ce que ça implique pour Ledger ?» Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Liquid Network et nous présenter un peu la situation? Alors très 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 rapidement, Liquid, c'est un layer de second, c'est un layer de second niveau, on va dire, par rapport à Bitcoin, qui va tourner sur une chaîne intermédiaire et qui permet d'accélérer les échanges. Alors, je disais par rapport à Bitcoin, c'est pas directement lié à Bitcoin, mais c'est très proche. Donc le code, c'est essentiellement du code de Bitcoin avec un petit peu plus de mesures de confidentialité et d'adresse privée ajoutées sur Bitcoin, qui est opéré aujourd'hui par un consortium privé. L'intérêt principal de Liquid, ça va être pour des traders aujourd'hui qui veulent faire des échanges rapidement. Ils peuvent faire du trade de manière très rapide sans dépendre uniquement de la sécurité d'un seul exchange. Donc, je dirais aujourd'hui, Liquid, c'est quelque chose qui accélère les trades et qui dilue le risque de custody, puisque ces bitcoins en fait, qu'on met sur Liquid deviennent des Liquid Bitcoin qui sont en custody par le consortium et plus par un exchange unique. Donc nous, le fait de faire partie de ce consortium va permettre aux gens d'utiliser des produits Ledger de sécurité pour détenir leurs assets sur Liquid, du coup de pouvoir bénéficier des intérêts déjà de sécurité et de baisse de risque de Liquid, de rapidité aussi de Liquid, en utilisant la sécurité des produits Ledger. Donc ça, on va le travailler sur une partie à la fois consumer et entreprise par la suite, puisque bon, on n'a pas parlé de toutes les activités de Ledger, mais aujourd'hui, on ne fait pas que du consumer. Ouais, on en parlera. Du coup, ce sera l'occasion justement post-crise de se refaire un point sur ça. Alors, on me dit c'est le logo le plus drôle pour le donjon, mais ce n'est pas une question du coup. Merci. Les grandes plateformes ont tout indiqué cash. Non, ça c'est pas une question. Alors, Cryptos qui nous dit combien de nœuds LN ou pas possède Ledger? Quels sont les plus gros avantages? Aujourd'hui, nous, on a des nœuds Lightning qui sont lancés à titre personnel, c'est-à-dire qu'on a plusieurs ingénieurs qui font tourner des nœuds Lightning. On n'a pas de nœuds Lightning qui tournent pour la société. Après, c'est quelque chose sur lequel on expérimente aujourd'hui pour voir justement quel type de service on pourra monter par-dessus. Nous, on est intéressé pour sécuriser du Lightning à la fois pour des nœuds que les utilisateurs pourraient avoir chez eux ou pour des portefeuilles, ou pour aussi des sociétés qui pourraient du coup faire tourner des nœuds Lightning, puisqu'il va y avoir un business de hosting qui va se créer autour de Lightning. Moi, les intérêts que je vois, en plus de permettre de faire des transactions là très rapidement et pour le compte d'avoir un second layer qui est directement intégré sur Bitcoin par rapport à Liquid. Bon, après, si on commence à discuter Lightning versus Liquid, ça va durer un certain temps. On va dire que vu d'avion, c'est la même chose. Quand on rentre dans le détail, ça n'a aucun rapport. Voilà, c'est comme ça, tout le monde est bien renseigné. Très résumé. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans Lightning, c'est de comprendre justement, de voir quels sont toutes les petits tracas techniques, je dirais, qu'on pourrait résoudre pour rendre l'expérience Lightning la plus intéressante possible, enfin la plus rapide possible et la plus correcte sécuritairement possible. Parce qu'il y a énormément de petites choses sur lesquelles il faut faire attention sur Lightning, enfin notamment au niveau des timeouts, au niveau de la gestion, au niveau du transfert de fonds qu'on met ensuite qu'on réserve dans Lightning et avant de pouvoir vraiment transacter. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de rendre ces expériences plus fluides, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on a plein de solutions qui vont pouvoir arriver sur Lightning, qui vont dépasser le paiement. Enfin, notamment, on voit pas mal d'API aujourd'hui, notamment pour des jeux qui pourraient tourner sur Lightning, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir faire des transferts de manière instantanée. Donc, je regarde tout ça avec pas mal d'attention, mais j'ai envie de dire que techniquement, c'est toujours extrêmement complexe aujourd'hui. Ok, hop, il reste 2 dernières questions. Alors, je pense que si je fais ça, vous la voyez. Oui, tout à fait, je la vois.
est-ce que prévu de permettre aux utilisateurs de Ledger Live de configurer les nodes à utiliser sur les réseaux, par exemple utiliser notre propre nœud Bitcoin au lieu de ceux de Ledger? C'est quelque chose qu'on regarde effectivement en R&D, donc c'est une question qui est effectivement très intéressante, puisqu'aujourd'hui le seul moyen de faire ça, c'est avec Electrum, hein, donc on peut le faire, mais c'est pas instantané. Nous-mêmes, comme on avance dans nos routines de test, c'est quelque chose qu'on commence à faire de plus en plus en interne, et donc l'idée, c'est au fur et à mesure qu'on avance là-dessus, de pouvoir le proposer aux utilisateurs. Alors, j'ai envie de dire, c'est quelque chose sur lequel on travaille, je serais bien incapable de donner une date sur quand on pourra rendre ça dispo, mais en tout cas, pour des gens qui voudraient pour des gens qui voudraient jouer avec, c'est quelque chose qui devrait arriver à un moment ou à un autre. Alors, hop, merci beaucoup pour la réponse. L'autre question, elle va s'afficher. Est-ce que Nicolas pourrait nous dire quelle est la vision à court et long terme de Ledger? Alors là, résumé, puisqu'il reste quelques minutes. Quelques secondes, voire même. Voilà. Voilà. En quelques bullet points, dis-nous. À court terme, fournir la meilleure solution de sécurité et d'ergonomie pour les crypto-monnaies. À long terme, fournir la meilleure solution de sécurité et d'ergonomie pour tous les assets digitaux. Donc, l'idée, c'est de dire, à partir du moment où on peut protéger les crypto-monnaies, qui sont aujourd'hui les assets les plus, des assets qui sont relativement critiques, on peut étendre ça à des assets beaucoup plus critiques, comme l'identité, comme tout ce qui représente en fait une personne sur Internet. On peut avoir des réflexions qui sont intéressantes au niveau de tous ces process cryptographiques, enfin, pour faire une petite divergence là-dessus. Aujourd'hui, on a des process, la cryptographie est partout. On a des process justement de plus en plus intéressants qui arrivent dans les crypto-monnaies, puisqu'on réfléchit à comment mixer de la crypto, de la vie privée, d'une manière qui soit vérifiable algorithmiquement. Donc, c'est pour dire, bon, aujourd'hui, faire un transfert privé, par exemple, sur une crypto, on voit ça, c'est très compréhensible puisque ça parle aux gens qui sont dans la crypto. Si on se replace en mode confinement actuel et qu'on dit, tiens, on aimerait bien observer toutes les personnes qui sont passées à côté d'un sujet qui est potentiellement contaminé, mais on aimerait bien pouvoir transmettre ces informations sans donner au final de renseignements sur la personne et uniquement traiter les grands blocs. C'est un problème extrêmement compliqué, mais là-dessus, les cryptos, en tout cas, réfléchissent sur les techniques cryptographiques qui permettront de faire des choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est probablement le domaine où on réfléchit le plus sur de nouvelles techniques cryptographiques. Donc, ce que je vois bien comme rôle pour Ledger à long terme, c'est d'aider à transposer en fait ces techniques cryptographiques de manière fiable et de manière surtout compréhensible pour les utilisateurs, parce qu'au final, c'est ce qu'on fait. On apporte de la sécurité, on apporte de la simplicité. Donc, transférer ça du milieu des crypto-monnaies au milieu de la sécurité en général. Alors, j'aurais bien aimé finir là-dessus, mais quelqu'un a posé une autre question, et vu qu'on est tous ensemble là, j'aimerais juste envie de donner la parole un peu à tout le monde. C'est Airsofter69. Question concernant l'application Ledger. En 2018, lors de la correction, l'app Ledger était parfois inaccessible. Les serveurs de Ledger étaient-ils saturés et s'en sort de dépendance à LDG? Voilà. Alors, en 2018, ouais, ils étaient clairement saturés. On a fait beaucoup de scaling à la fois au niveau des serveurs et aussi au niveau des équipes. Donc, j'ai envie de dire, notre architecture aujourd'hui a plus grand-chose à voir avec l'architecture de 2018. En parallèle de ça, il faut voir que justement, ce qu'on met en avant sur les devices Ledger, c'est vraiment l'interopérabilité. Donc, aujourd'hui, si on a un problème avec Ledger Live, si on a un problème avec un outil Ledger quelconque, c'est très facile d'en prendre un qui va offrir un service, de prendre un autre, donc Wallet Software qui va offrir un service similaire et qui permet toujours de connecter son Ledger. On va trouver ça aujourd'hui pour toutes les cryptos. En fait, évidemment, utiliser Ledger Live, c'est plus confortable. C'est une expérience tout intégrée, etc. Et c'est ça qu'on veut pousser. Mais en cas d'urgence, et si jamais les serveurs sont saturés, c'est toujours possible de passer par un wallet tiers tout en conservant la sécurité de son hardware wallet. Et après, si on se place dans une hypothèse encore plus pessimiste où là, on a perdu son hardware wallet, on l'a oublié au micro-ondes, etc. Il s'est passé un truc. On peut toujours retrouver ces cryptos avec les 24 mots. La partie la plus, si on doit finir sur quelque chose, je dirais aujourd'hui, Ledger, c'est une interface qui permet d'utiliser facilement ces cryptos, mais ces cryptos restent modélisés par les 24 mots que l'on a, en tout cas en tant qu'utilisateur, quand on interagit pour la première fois avec l'appareil. Donc, ces 24 mots représentent en fait tous les secrets qui seront dérivés par le device pour toujours. Donc, on voit du coup l'importance de ces 24 mots, puisqu'à la fois, ça permet de récupérer ses fonds si jamais le device a un problème, mais surtout, ça représente toute l'identité, et ça représente toute l'identité, toutes les clés que le device va générer
pour toujours. Donc, il faut faire très attention à ces 24 mots. Et typiquement, si vous voyez une chaîne YouTube aujourd'hui qui vous dit que Ledger a sorti un nouveau wallet et que quand vous cliquez sur le nouveau wallet, vous voyez que ce wallet-là vous dit qu'au lieu de connecter votre device, vous pouvez entrer vos 24 mots. C'est un malware, voilà. Donc, je le précise parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des gens très créatifs qui hackent des chaînes YouTube pour envoyer des pubs vers des produits, des faux produits Ledger qui demandent d'entrer leurs 24 mots. Ne rentrez jamais vos 24 mots. Voilà. Les 24 mots, il faut toujours la copie de sauvegarde de ces clés. Il faut toujours la rentrer dans un device. Il ne faut pas la rentrer sur un PC. Voilà. Parce que sinon, vous perdez tous vos fonds. Et ben voilà. Bon, on va finir sur un super conseil de sécurité. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur ce live. Merci à toi, Nicolas, d'avoir accepté cette petite interview. Bah écoute, merci à toi, et puis merci au livreur Amazon, et puis désolé pour qui m'a permis de me ravitailler dans ces temps difficiles, mais voilà, et qui nous a un petit peu interrompu. Donc salut à lui. Il n'y a aucun souci, c'est les alléluia du live. Moi, je vous dis à tous que cette interview sera disponible directement sur le podcast Block Interview. On enlèvera la partie livreur, bien entendu. Comme ça, vous pourrez écouter l'intégralité de notre échange avec Nicolas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler, toujours en live sur cette chaîne, à Karim Alashgar, que tu dois connaître. Normalement, il s'occupe. Oui, tout à fait. On s'est déjà croisés. On a déjà échangé sur ces problématiques-là, notamment sur les problématiques de KYC, qui sont des problématiques assez intéressantes au niveau des cryptos, et voir comment on peut justement pas être toujours le plus ouvert possible tout en restant dans les clous par rapport aux interactions avec la finance traditionnelle. Donc ouais, ça va, je pense que ça sera très intéressant. Ok, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même date. Au revoir Nicolas et au revoir à tous. Salut.